Le fleuve Mississippi descend à des niveaux dangereusement bas. Par endroits, de grands bancs de sable sortent de l'eau et les barges frottent le fond du fleuve. Les cargos peinent à circuler sur l'une des routes commerciales les plus importantes d'Amérique et cela impacte le monde entier. Près de 500 millions de tonnes de fret transportées chaque année sur le fleuve pourraient être bloquées, dont du carburant, des matériaux de construction et de quoi nourrir des milliers de familles. À environ 85 milles au sud de Saint-Louis, la drague Potter travaille sans relâche. Elle extrait la boue et les sédiments du fleuve pour que les navires puissent encore passer. Les équipages vivent à bord pendant des semaines alors que ce navire de 92 ans s'efforce de maintenir le chenal ouvert. Le problème vient d'années de sécheresse intense dans le Midwest et le Sud. C'est une suite d'événements vraiment malheureuses. Il a moins plu. Cela a affaibli les plus petites rivières et le Mississippi est tombé à ses plus bas niveaux historiques. C'est une menace sérieuse car le fleuve est la principale artère de transport maritime d'Amérique. Et cela affecte non seulement les États-Unis, mais aussi la Chine, le Japon, l'Indonésie et plusieurs autres nations dépendant des produits transitant par le réseau du Mississippi. Même une baisse d'un pied du niveau de l'eau entraîne de graves problèmes quand les niveaux sont déjà bas. De nos jours, les barges doivent transporter moins de poids sous peine de s'échouer. Un convoi typique de 15 barges peut perdre environ 100 000 boisseaux de soja. C'est environ 2700 tonnes, assez de protéines pour nourrir de 350 000 à 400 000 personnes pendant un an. Imaginez maintenant que cela arrive à des centaines de barges. Le transport ralentit vite, les agriculteurs perdent de l'argent, les livraisons tardent et les prix alimentaires peuvent grimper. Pour beaucoup d'agriculteurs, cette situation tourne au cauchemar. Normalement, des barges arrivent sans cesse pour emporter les récoltes des silos géants le long du Mississippi. Mais lors des récentes sécheresses, l'eau a tellement baissé que beaucoup de barges ne pouvaient tout simplement plus les atteindre. Au pic de la récolte de 2023, certains agriculteurs n'avaient soudain plus nulle part où envoyer leurs grains. Le transport a ralenti et les acheteurs ont commencé à refuser les récoltes. Un agriculteur a évité un arrêt total presque par accident. Leur acheteur n'avait plus de barge, mais il se trouvait qu'il préparait un envoi par rail au même moment. Cela a permis à une partie du riz de partir par train à la place. Sans cette solution de secours, les opérations se seraient arrêtées net jusqu'à l'arrivée de nouvelles barges. La pluie d'été a aidé à faire remonter le niveau un temps, surtout dans les parties nord du réseau fluvial. Mais le Mississippi baisse déjà à nouveau alors qu'une autre saison de récolte commence. Près de Memphis, les jauges du fleuve ont affiché des niveaux d'eau d'environ 10 pieds sous la normale. Mais ce n'est pas tout. Le Mississippi agit comme un système de drainage géant pour les États-Unis. Environ 40% du territoire continental s'y déverse. Poissons, insectes, oiseaux et zones humides dépendent aussi des eaux secondaires et des zones inondées pour survivre. Désormais, ces écosystèmes changent et certaines espèces sont même en déclin. La crise du Mississippi affecte désormais non seulement la navigation, mais aussi l'agriculture, l'approvisionnement mondial et la faune. Il existe une rivière en Amérique du Nord qui ne devrait pas exister. Enfin, tout au moins selon les scientifiques. La plupart des rivières normales dans le monde se rejoignent en aval, coulent en descente et finissent par jeter leurs eaux dans un océan ou dans un lac. Mais la rivière Echimamish au Canada n'aime pas suivre les règles et coule dans les deux directions. Son nom signifie même « eau qui coule dans les deux sens » dans la langue locale, le cri. L'Echimamish mesure environ 59 km de long, mais elle était autrefois une partie importante de la route empruntée par les marchands de fourrure entre la baie de Hudson et le lac Winnipeg. Elle s'étend entre la rivière Hayes et le fleuve Nelson. Ses eaux sont assez peu profondes et sombres, car elles traversent des tourbières. Les choses deviennent intéressantes lorsque l'on atteint les étangs de Castor. Les personnes qui se sont aventurées là-bas disent que les Chimamish coulent vers la rivière Hayes et le fleuve Nelson en partant de l'étang de Castor central. Il est difficile de dire exactement où l'eau se divise, car la rivière traverse une contrée marécageuse presque plate et son courant est à peine perceptible. Le cours d'eau suivant sur notre liste est le Cassiquiare en Amérique du Sud. C'est l'équivalent hydrologique d'un trou de verre entre deux galaxies. C'est le seul canal naturel sur Terre qui relie deux grands fleuves, le Haut-Orénoque, qui se jette dans l'océan Atlantique, et le Rio Negro, le plus grand affluent de la rive gauche de l'Amazone. Ce type rare de division porte le nom de bifurcation.
et il se produit lorsqu'un fleuve se divise et envoie ses eaux vers deux endroits différents. L'Orénoque perd en fait une partie de ses eaux au profit du Cassiquiare. De là, l'eau s'écoule lentement vers le Rio Negro. Pendant les mois pluvieux, il y a plus d'inondations et des courants plus forts, donc une plus grande quantité d'eau se voit détournée. Pour de nombreuses communautés locales, le Cassiquiare est bien plus qu'un simple canal. Il est sacré. Elles le voient comme un chemin que les esprits ancestraux ont tracé pour réunir les grands fleuves. Des légendes disent que de puissantes divinités auraient façonné la terre pour créer cette voie navigable. La rivière Wayambo au Suriname peut couler soit vers l'est, vers le fleuve Copenhague, soit vers l'ouest, vers le fleuve Nikeri, selon son humeur. Je plaisante, ce sont les précipitations et l'activité humaine qui sont responsables de ce comportement inhabituel. Les gens installent des écluses dans la rivière pour la détourner. Une écluse, par exemple, sert à aider les riziculteurs à obtenir suffisamment d'eau. Il y a au moins 3 points de bifurcation sur la rivière. Il est difficile de contrôler le Wayambo et de savoir où les polluants finiront par se propager. Elle se trouve à proximité de plusieurs mines d'or et de sites de production pétrolière. C'est donc un véritable problème. Si vous avez déjà voulu boire de l'eau de 2 océans à la fois, le North Two Ocean Creek dans le Wyoming est l'endroit qu'il vous faut. Il commence haut dans la chaîne Teton et se divise ensuite en 2 branches. Le Pacific Creek rejoint la grande rivière Snake qui va se mêler au fleuve Columbia et, finalement, atteint l'océan Pacifique. L'Atlantic Creek se dirige vers l'est et se jette dans les rivières Yellowstone et Missouri, ainsi que dans le Mississippi, pour finalement finir dans le golfe du Mexique. Si vous connectez les bassins versants des 2 branches sur une carte, vous obtiendrez une seule ligne bleue entre l'Oregon et la Louisiane. Les explorateurs qui cherchèrent le passage du nord-ouest entre les 2 océans n'ont jamais su qu'ils auraient pu utiliser cette voie. Ils auraient juste eu besoin de très petits bateaux. Certains scientifiques croient que la truite fardée connaissait cette voie bien avant les humains. Elle réussissait à migrer de la rivière Snake à la rivière Yellowstone, très probablement en passant par là. La prochaine star de notre liste pourrait dépasser le puissant Mississippi. Il y a environ 12 000 ans, le Mississippi a commencé à dériver vers le bassin de la rivière Rouge. Le Mississippi est resté sur son chemin original, et l'eau de l'ancien parcours de la rivière Rouge est devenue ce que nous appelons aujourd'hui la rivière Atchafalaya. Elle était autrefois obstruée par des troncs d'arbres sur environ 48 km et n'était pas praticable pour la navigation. Au milieu du 19e siècle, les colons européens ont dégagé tout ça. Mais le débit d'eau a tellement changé qu'il aurait pu perturber le cours inférieur du Mississippi. Alors les gens ont construit des structures spéciales à la bifurcation pour contrôler la manière dont l'eau s'écoulait. De temps à autre, près de la moitié de l'eau du Mississippi peut se voir entraîner vers l'Atchafalaya. Cette énorme quantité d'eau est même visible sur les photos des satellites. Les cartes d'élévation numérique et les modèles informatiques nous montrent également exactement comment les cours d'eau se divisent. Si ces systèmes de contrôle n'étaient pas là, l'Atchafalaya prendrait probablement le dessus et volerait la majeure partie de son eau au Mississippi. La Nouvelle-Orléans perdrait ainsi sa principale source d'eau douce et le transport maritime le long du Mississippi en souffrirait grandement. L'Arroyo Partido, ou le ruisseau partagé en espagnol, dans le sud de l'Argentine, transporte également ses eaux vers 2 océans à la fois. Il commence haut dans la cordillère des Andes et traverse une forêt escarpée toute recouverte d'arbres. Lorsqu'il sort du canyon, il entre dans une zone plus large, où un grand affleurement rocheux placé en plein milieu le divise en 2. Un côté du ruisseau, celui de gauche, tourne vers le sud et finit par atteindre l'océan Atlantique. L'autre côté tourne vers le nord et se jette dans l'océan Pacifique. C'est assez unique car la bifurcation ne se fait pas dans une plaine mais dans un col de montagne. C'est un peu comme un creux entre 2 sommets montagneux. Vous ne trouverez pas beaucoup d'informations sur l'Arroyo Partido sur la plupart des cartes. Cela est en partie dû au fait que la région n'a pas été bien cartographiée avant la fin des années 1800, et en partie parce que le ruisseau est petit et entouré de nombreux lacs et rivières plus importants qui reçoivent généralement toute l'attention des scientifiques. De plus, il n'existe pas encore de modèle de flux d'eau public pour ce ruisseau. Cependant, des images aériennes et des photos prises par des randonneurs et des voyageurs ont confirmé l'existence de cette bifurcation. Un modèle numérique d'élévation montre également que si vous versiez de l'eau exactement là où elle est censée se diviser, elle s'écoulerait naturellement dans les 2 directions. Divide Creek est situé juste à la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta au Canada. Ce cours d'eau descend une montagne et rejoint une zone en forme de sel appelée Kicking Horse Pass, où il se divise en 2. Cela se produit en raison du lac Summit,
qui se trouve juste à l'ouest de la ligne continentale de partage des eaux. Il y a longtemps, le lac Summit était beaucoup plus grand et se prolongeait probablement sur tout le col. Et peut-être qu'il causait déjà la division du cours d'eau à cette époque. Mais au fil du temps, le lac a rétréci, et il n'existe maintenant que du côté ouest. Il a laissé derrière lui une zone humide marécageuse exactement au point le plus élevé du col. Comme l'Arroyo Partido, Divide Creek n'apparaît pas sur de nombreuses cartes anciennes. Il est petit, et la région est couverte d'une forêt dense, de sorte que même les photos aériennes ne montrent pas clairement la division du cours d'eau. La meilleure preuve que nous ayons aujourd'hui provient du parc national de Yoho, où un marqueur explique la bifurcation. Il est placé le long d'un sentier de randonnée, et si vous êtes fan d'aventure, vous pouvez emprunter un court chemin latéral qui mène directement à l'endroit où Divide Creek se divise. Et maintenant, que diriez-vous d'un lac pour changer? Le lac Wollaston est niché dans l'extrême coin nord-est de la Saskatchewan, au Canada. Le plus fascinant, c'est qu'il bifurque également. Près de son extrémité nord, environ 90% de ses eaux s'écoulent dans la rivière Cochrane et se dirigent vers le nord-est, tandis qu'environ 10% se déversent dans la rivière Fond du lac et vont vers le nord-ouest. L'endroit où l'eau se retrouve, soit dans l'océan Arctique, soit dans la baie de Hudson, dépend de quel côté de la longue péninsule elle se situe. Les cartes et les modèles montrent qu'il pourrait encore y avoir un certain écoulement d'eau entre les deux côtés de la péninsule. Donc techniquement, ce n'est pas une bifurcation parfaite, mais cela reste l'une des caractéristiques naturelles les plus fascinantes de la région. La péninsule elle-même s'érode lentement et pourrait éventuellement disparaître. Mais les géologues pensent qu'en raison de la configuration en Y du lac, l'eau continuera à se diviser en deux systèmes fluviaux, quoi qu'il arrive. Bien avant l'arrivée des explorateurs européens, les autochtones, Chipewyan, Dénésuline, savèrent déjà que le lac Wollaston était spécial. Ils l'appelaient le lac Manito, ce qui signifie « esprit ». Ils croyaient qu'il possédait des pouvoirs surnaturels en raison de sa position rare au sommet de deux grands bassins versants. Un pont, une structure essentielle dont l'existence remonte au néolithique. Le plus ancien encore debout est le pont mycénien de Kasarma, édifié il y a plus de 3000 ans. Mais il est un fleuve qu'aucun pont ne permet de franchir. L'Amazone, le plus imposant cours d'eau de la planète. Certes, le Nil détient officiellement le record de longueur, mais l'Amazone entend bien s'arroger les deux titres. Né au Pérou, le fleuve Amazone traverse la Colombie et le Brésil avant de se jeter dans l'Atlantique par un delta gigantesque. Son parcours excède même le périple de Sam et Frodon. Et pourtant, aucun pont ne l'enjambe. Pourquoi donc? Tout d'abord, ces crues saisonnières en modifient radicalement le débit. En période sèche, il s'étend sur environ 5 km de large. Mais sous l'effet des pluies diluviennes, il peut atteindre jusqu'à 50 km en quelques semaines. De plus, ces crues déplacent le lit du fleuve. Construire un pont sur un terrain qui se métamorphose en étendue d'eau pendant 4 mois de l'année relève d'un défi technique considérable, mais pas hors de portée. Rappelez-vous vos cours de géographie. Les berges fluviales, notamment en Amazonie, sont souvent instables et sujettes à l'érosion. Les pluies torrentielles engendrent par ailleurs des marais, véritables régulateurs naturels des crues, qui filtrent l'eau et abritent une faune d'une grande diversité. Cela implique qu'une partie de cette zone humide devrait être drainée pour permettre la construction d'un pont, ce qui causerait des dommages irréparables à la faune locale. De plus, les fondations nécessaires à ce pont devraient être profondes, entraînant des coûts considérables. La pluie engendre un autre problème majeur dans ce projet. Elle provoque une élévation du niveau de l'eau pouvant atteindre 13 à 15 mètres. Bien sûr, des ponts ont été construits au-dessus de profonds cours d'eau, comme le pont Padma, une structure colossale aux fondations de 127 mètres. Toutefois, en raison de l'érosion rapide du sol amazonien, le pont devrait être conçu à partir de structures flottantes, appelées pontons, qui se révèlent peu adaptées à une rivière dont la profondeur fluctue à sa guise. Passons maintenant à un autre obstacle majeur pour l'ingénierie humaine, la forêt amazonienne. S'étendant sur 9 pays, cette forêt est si vaste et dense qu'elle pourrait couvrir presque la moitié de l'Europe. Par conséquent, un pont relierait très probablement 2 sections de la forêt, apportant un progrès insignifiant pour la faune locale, comme les capybaras et les jaguars. Naturellement, les principaux bénéficiaires d'un tel pont seraient les humains. En effet, l'essentiel des populations locales se trouve réparti autour des affluents de l'Amazone, loin du fleuve lui-même.
Après tout, qui voudrait vivre comme un castor au bord d'un barrage? Il existe même un État, l'Amapá, sur la rive gauche de l'Amazone, qui est totalement coupé du reste du Brésil. Vous pourriez facilement visiter son voisin, la Guyane, mais pour atteindre une région différente du Brésil, il vous faudrait recourir à d'autres moyens de transport. À l'exception des petites communautés riveraines qui vivent directement sur les bords du fleuve, ce qui va de soi, les grandes villes ont été établies près des rivières tributaires, comme le Rio Negro, qui possède un pont, ou la rivière Nanay, au Pérou. Les ponts qui enjambent la Nanay et le Rio Negro constituent les deux seules structures de ce genre dans le bassin amazonien. La vétusté des infrastructures routières au sein de l'Amazonie rend également la construction de ponts complètement superflue. Dans les années 70, l'humanité nourrissait de grandes ambitions pour explorer davantage l'Amazonie. C'est dans cet esprit qu'ils ont envisagé la construction d'une autoroute traversant le bassin amazonien d'un bout à l'autre. L'autoroute transamazonienne, censée faciliter l'accès au cœur de la forêt, a cependant échoué à répondre à ces objectifs. Il semble que les difficultés liées à la construction de plus de 3200 km de route au cœur d'une forêt tropicale dense n'aient pas été anticipées. À mi-parcours, le projet a été abandonné en raison de son coût exorbitant et des nombreux problèmes rencontrés. Et aujourd'hui, les autoroutes du bassin amazonien sont constamment inondées, jonchées de crevasses et de boue. Cette situation engendre un cercle vicieux. Les gens ne s'installent pas près du fleuve, car l'accès y est difficile. Les routes ne mènent pas jusque-là, car leur construction est extrêmement complexe. Et cela conduit encore moins de personnes à s'établir sur les rives de l'Amazone, faute de routes pour y parvenir. Alors, en l'absence de routes et de ponts, comment les habitants survivent-ils dans cette région? Vous n'allez pas y croire, mais les populations riveraines utilisent une invention aussi ancienne que fiable, le bateau. Le fleuve Amazone est entièrement navigable, et les habitants l'utilisent comme une route. Tout comme pour les motos, les voitures et les bus, l'Amazone dispose de canoës, de hors-bord et de ferries. Il existe même un ferry spécifique appelé Obidance, qui dessert la localité d'Obidos, d'où son nom. Les locaux accomplissent tout sur des bateaux. Ils possèdent même un hôpital flottant, qui se déplace de ville en ville pour soigner les populations riveraines, ainsi qu'une banque flottante, où l'on peut effectuer toutes ces transactions tout en admirant l'immensité de l'Amazonie. Honnêtement, quelle invention brillante! L'absence de pont a toutefois un inconvénient majeur. Elle empêche l'exploration de véritables trésors cachés. Par exemple, dans l'Amazonie, il y aurait plus de 10 000 sites archéologiques encore inconnus. Il se peut que nous ne puissions jamais découvrir certains vestiges, tels que des villages fortifiés, des géoglyphes et d'autres structures. Il serait excitant de revivre les aventures de Lara Croft au cœur de l'Amazonie, mais ces découvertes restent bien dissimulées, au plus profond de la forêt. D'un autre côté, il n'y a qu'en bateau que l'on peut observer ce phénomène incroyable, où les eaux du Rio Negro et du Solimo refusent de se mêler dans l'Amazone. Sur plus de 5 km, ces deux affluents coulent côte à côte sans se mélanger. La vitesse et la température des eaux étant différentes, vous observerez un fleuve ressemblant à un mélange de café et de caramel. Ce phénomène impressionnant est connu sous le nom de la rencontre des eaux. L'Amazone n'est pas le seul cours d'eau au monde considéré comme dépourvu de pont. Le fleuve Congo, le second plus long fleuve d'Afrique, ne possède qu'un seul pont le traversant. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa sont séparés par ce fleuve, et jusqu'à aujourd'hui, aucune route n'assure de liaison entre eux. Petite anecdote. Certains géologues pensent qu'à l'époque où le supercontinent de Gondwana existait et que tous les continents étaient réunis, l'Amazone et le fleuve Congo formaient un seul et même fleuve, reliés entre eux. Un autre endroit où les ponts font défaut se situe du côté est de la Tamise, à Londres. La partie ouest du fleuve est plus étroite, ce qui rend la construction des ponts plus simple. On y trouve environ 33 ponts rien que sur ce côté. Mais si vous tentez de traverser la rivière en amont, cela risque de tourner au casse-tête. Au XIXe siècle, les compagnies maritimes ont estimé que construire trop de ponts sur la Tamise serait trop onéreux, car cette zone faisait partie d'une route de navigation, et ces ponts devraient être bien plus hauts que la normale. Leur structure devrait aussi être particulièrement longue, étant donné que certaines sections de la Tamise font près de 570 mètres de large. Cependant, la construction de ponts longs en soi n'est pas un problème. À Rio de Janeiro, par exemple, se trouve le pont Rio-Niterói, qui s'étend sur 13 km. Lorsqu'il a été érigé dans les années 70, il était le second plus long pont au monde.
Cette structure est si vaste qu'en 2018, une petite fille est née pendant que sa mère la traversait, et depuis, le lieu inscrit sur son acte de naissance n'est ni plus ni moins que le pont. Il n'y a pas non plus de demi-tour possible, de sorte que si vous l'empruntez par erreur, préparez-vous à un long trajet. Alors, la prochaine fois que vous déciderez d'explorer l'Amazonie, n'oubliez pas d'emporter votre propre canot. Les étés au Moyen-Orient sont si intenses qu'ils transforment radicalement le paysage, faisant ressurgir d'anciennes cités oubliées. En 2018, une ville construite par un mystérieux empire le long du fleuve Tigre a été libérée de son piège aquatique. Les archéologues se sont précipités sur le site, ne voulant pas manquer cette occasion unique de fouiller et d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette cité. Ils pensaient avoir découvert Zakiku, une ville de l'âge du bronze, fondée il y a plus de 3000 ans et submergée dans les années 80 lors de la construction du barrage de Mossoul. Autrefois un centre caravanier prospère du royaume Mitanni, elle disposait d'eau en relative abondance, une ressource rare dans la région, garantissant ainsi son succès. Les connaissances sur ce royaume demeurent limitées, car aucune chronique écrite n'a été trouvée lors des fouilles. C'est pourquoi les archéologues étaient enchantés de découvrir le palais complet autrefois occupé par leur souverain. Quelques années plus tard, après un nouvel assèchement de la région, ils ont mis au jour des fortifications protégeant la ville des envahisseurs. La découverte majeure de leur expédition fut un immense entrepôt public contenant des marchandises et des récoltes, des piles de blé et d'orge, ainsi que des métaux et du bois importés. Le pain constituait l'aliment de base des habitants, qui préparaient également de grandes marmites de soupe et des ragoûts de légumes. Chaque foyer élevait des moutons, des chèvres, des vaches et des porcs, assurant une source régulière de lait et de viande pour les grandes occasions. Toutes les constructions découvertes jusqu'à présent ont été édifiées à partir de briques en terre crue. Les murs, submergés pendant plus de 40 ans, sont remarquablement bien préservés, comme s'ils avaient été engloutis l'avant-veille. Le palais royal se distingue par sa taille, ses murs plus épais, et ses pavés également faits de briques de boue cuites et scellées pour être imperméables. Le souverain devait entretenir de bonnes relations avec celui du Grand Empire, dont Zakiku était tributaire. Les commerçants de la ville collectaient des poutres de bois qu'ils entreposaient. Celles-ci provenaient des forêts des montagnes situées au nord et à l'est de la Mésopotamie, et étaient acheminées par le Tigre. Les marchands venaient y écouler leurs marchandises avant de traverser le fleuve vers les régions frontalières. Zakiku aura été un centre de commerce prospère pendant environ 6 siècles, jusqu'à ce qu'un séisme dévastateur la frappe en 1350. Les archéologues ont retrouvé 5 vases en céramique contenant plus de 100 tablettes d'argile, fabriquées peu après le séisme. Il est presque miraculeux que ces petites tablettes d'argile non cuites aient ne survécu sous l'eau pendant des décennies. Les créateurs de ces tablettes ont gravé des notes sur l'argile encore humide, traitant de sujets tels que l'inventaire des nouvelles récoltes ou témoignant de leur correspondance avec d'autres royaumes. Une fois les notes gravées, ils les laissaient sécher au soleil. Les scribes devaient également apprendre de nouvelles langues afin que les messages puissent être compris par des personnes étrangères à la cité. Les chercheurs pensent que les tablettes découvertes faisaient partie d'une archive privée. Ils espèrent pouvoir déchiffrer ces textes afin d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire de Zakiku et de son royaume après ce séisme dévastateur. Les dégâts infligés au bâtiment étaient tels qu'il était impossible de redonner à Zakiku sa splendeur passée. Les éventuels survivants ont été contraints de quitter la ville. Des décennies plus tard, les Assyriens, également originaires de Mésopotamie, se sont établis sur ces ruines. Ils ont érigé leurs propres habitations en utilisant les structures préexistantes comme enceintes extérieures. Toutefois, leur présence n'aura duré que 50 ans avant qu'ils ne dessinent de bâtir une nouvelle capitale sur des terres plus fertiles, espérant ainsi prospérer grâce à l'agriculture. Les archéologues qui travaillaient à Zakiku ont dû interrompre leurs fouilles lorsque le niveau de l'eau est remonté, submergeant de nouveau la ville. Ils ont protégé les ruines en les recouvrant de feuilles de plastique étanches, puis de pierres et de gravier, espérant ainsi les préserver de l'érosion aquatique et éviter leur disparition totale. Conscients de l'importance cruciale de l'eau du barrage pour la région, ils prévoient de reprendre les fouilles dès que l'eau se sera de nouveau retirée. Il y a environ 1600 ans, une communauté florissante vivait le long de la rivière Nia, au cœur de ce qui est aujourd'hui le désert du Taklamakan, en République populaire de Chine. Cette rivière, alimentée par la fonte des neiges des montagnes, serpentait à travers le désert sur des kilomètres. Après 3 ans de travail acharné, les archéologues sont parvenus à exhumer 8 tombes.
où la chaleur désertique avait parfaitement conservé les vêtements et les objets qu'elle contenait. Les personnes inhumées devaient appartenir à l'ancienne cité de Nia, un centre autrefois prospère du royaume, situé sur la route de la soie, et qui abritait plus de 3000 âmes avant d'être englouti par les sables du désert. Les ruines de Nia n'ont été découvertes qu'en 1901. Depuis, des scientifiques du monde entier ont tenté de percer les secrets de cette cité. Les tombes découvertes à la fin du XXe siècle semblent avoir appartenu à des membres de l'élite, comme en témoignent les objets luxueux retrouvés. Un carquois et un arc, des pointes de flèches en métal, des boucles d'oreilles en or, un collier de perles de verre, une boîte laquée contenant un peigne, du maquillage et un nécessaire de couture. De la soie de très haute qualité a également été retrouvée, avec des couleurs éclatantes comme le vert et le jaune, demeurées étonnamment intactes. Le tissu comportait également des caractères chinois, citant des ouvrages historiques, ce qui a permis aux scientifiques de dater sa fabrication. Plus tard, les archéologues ont mis au jour un vaste site d'habitation et ont dégagé 3 bâtiments en ruine. Il faudra probablement encore de nombreuses années pour comprendre pourquoi la ville a périclité et ce qu'il est advenu de ses habitants. Des archéologues saoudiens et français ont uni leurs efforts près de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et y ont découvert une ancienne colonie datant de 8000 ans. Ils ont eu recours à des technologies de pointe, telles que la numérisation laser, les drones et la photographie aérienne pour révéler ce trésor de l'ère néolithique. Dans ce site archéologique important, ils ont excavé un temple de pierre, les vestiges d'un autel et plus de 2000 sépultures, offrant ainsi un précieux aperçu des anciens rituels. L'équipe a également découvert les fondations de 4 bâtiments imposants, des tours d'angle et des cours extérieures, toutes dotées de réservoirs souterrains pour stocker l'eau destinée à l'agriculture. Un ingénieux système d'irrigation, comprenant des canaux et des citernes, permettait à la ville de prospérer dans l'un des déserts les plus arides au monde. Des dessins rupestres, gravés à même la montagne voisine, illustrent la vie quotidienne des habitants. Les fouilles, en cours depuis plus de 40 ans, continuent de révéler de nouveaux artefacts, offrant toujours plus de réponses aux questions des chercheurs. Des pêcheurs ont découvert des ossements, des outils et des artefacts datant de 9000 ans au fond de la mer du Nord. Des archéologues et des paléontologues britanniques et néerlandais se sont précipités pour examiner ces découvertes, espérant y découvrir des traces du Doggerland submergé. Ils n'ont pas été déçus et ont même découvert des empreintes parfaites laissées par les hommes du Mésolithique. Il y a 12 000 ans, lors de la dernière grande période glaciaire, les îles britanniques n'étaient mais pas du tout des îles. Elles faisaient partie d'une vaste terre composée de collines, de marécages et de forêts denses qui les reliaient au continent européen. Cette terre, appelée Doggerland, abritait une société de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cependant, avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer a commencé à s'élever à une vitesse d'1 à 2 mètres par siècle, forçant les habitants à migrer vers les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Angleterre et aux Pays-Bas. Les experts ont alors décidé d'explorer l'histoire de Doggerland en exploitant les données fournies par les compagnies pétrolières opérant en mer du Nord. Jusqu'à présent, ils ont créé des modèles numériques représentant les 47 000 km² que couvrait Doggerland avant sa submersion. Ils doivent encore analyser des échantillons d'anciens insectes et de plantes préhistoriques ainsi que l'ADN des animaux retrouvés pour obtenir une image complète de cette région disparue. Malgré la croyance populaire, qualifier le Nil de plus long fleuve du monde est peut-être une erreur. Pour mesurer la longueur d'un fleuve, il ne suffit pas de calculer la distance entre son point de départ et son point d'arrivée. Les fleuves sont des systèmes complexes, composés de divers affluents qui comptent, pour beaucoup, dans leur longueur totale. En fait, si l'on tient compte de ces affluents, la longueur totale peut être multipliée par 3, comme c'est le cas pour le fleuve Mississippi. De sa naissance à Itasca jusqu'à la Nouvelle-Orléans où il s'arrête, le fleuve mesure une certaine longueur. Mais si l'on prend en compte le fleuve Missouri, les choses changent du tout au tout. Cette divergence alimente de nombreux débats sur la longueur du Nil par rapport à celle de l'Amazone. Bien que Google reconnaisse le Nil comme le plus long fleuve du monde, il se peut que ce ne soit pas tout à fait exact. Pour comprendre cela, il faut se représenter les fleuves comme les veines d'un corps humain. Il serait inexact de supposer qu'un individu de 2 mètres de haut n'a que 2 mètres de veines, n'est-ce pas? Les veines s'entrecroisent dans tout le corps, à la manière d'un vaste réseau. Les cours d'eau fonctionnent selon le même principe, et on ne peut pas considérer que la longueur du fleuve principal. Le vaste réseau d'affluents est tout aussi important. Les rivières atmosphériques sont des phénomènes météorologiques fascinants.
des courants d'air qui transportent d'incroyables quantités de vapeur d'eau depuis la forêt amazonienne au nord de l'Amérique du Sud jusqu'au nord de l'Argentine. Ces autoroutes aériennes servent de conduits essentiels à l'humidité, qui est d'une importance capitale pour nos paysages. Leur influence s'étend aux régions du centre-ouest, du sud-est et du sud du Brésil, façonnant les régimes de précipitations spécifiques de ces zones. Lorsque ces rivières éthérées rencontrent des conditions météorologiques particulières, telles qu'un front froid, l'humidité latente qu'elles transportent peut se transformer en précipitations. Ces précipitations jouent un rôle essentiel non seulement dans la préservation des divers écosystèmes de la région, mais aussi dans le soutien de l'économie florissante du Brésil, et ce de multiples façons. L'importance de ce phénomène est évidente. Il permet l'irrigation des cultures, garantissant la productivité agricole et la sécurité alimentaire. En outre, il réalimente les rivières locales, ce qui permet de maintenir un débit d'eau régulier et de favoriser la vie aquatique. En outre, l'eau recueillie par ces rivières est acheminée vers les barrages, qui les transforment en une source d'énergie fiable pour le pays. La quantité d'eau transportée par les rivières aériennes peut être équivalente, voire supérieure, à l'énorme débit de l'Amazone. Ainsi, si l'on associe le fleuve Amazone à son homologue aérien, on obtient un volume d'eau nettement supérieur à celui du Nil. On observe également des rivières atmosphériques dans le bassin du Congo, où le climat est principalement façonné par l'humidité émanant de l'océan Atlantique et des forêts locales. On assiste là à une évaporation de l'ordre de 1 à 2 mètres d'eau par an. Ces rivières varient en taille et en puissance, mais en moyenne, elles transportent un volume de vapeur d'eau comparable au débit à l'embouchure du Mississippi. Dans de rares cas, des rivières atmosphériques exceptionnellement puissantes peuvent transporter jusqu'à 15 fois ce volume. Lorsque ces rivières atteignent la terre ferme, elles libèrent la vapeur d'eau accumulée, ce qui donne lieu à des précipitations ou à des chutes de neige. Bien que les rivières atmosphériques se présentent sous différentes formes, celles qui ont une forte teneur en vapeur d'eau et des vents intenses peuvent provoquer des précipitations extrêmes et même des inondations, en particulier lorsqu'elles s'attardent sur des bassins hydrographiques sujets aux crues. Un exemple de rivière atmosphérique bien connu est le Pineapple Express, un système capable de transporter l'humidité des régions tropicales situées près d'Hawaï jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Ice. De tels événements peuvent perturber les transports, déclencher des coulées de boue et entraîner d'importantes destructions matérielles et humaines. Cependant, toutes les rivières atmosphériques ne présentent pas de tels risques. Nombre d'entre elles sont des systèmes relativement faibles, qui fournissent de précieuses précipitations et sont essentielles à un bon approvisionnement en eau. En outre, elles jouent un rôle crucial dans le cycle hydrologique de la planète. Outre le risque d'inondation, les rivières atmosphériques contribuent également à l'augmentation du manteau neigeux. Des rivières atmosphériques ont été à l'origine des violentes tempêtes hivernales qui ont frappé la côte ouest des États-Unis, de l'État de Washington au sud de la Californie, entre 2010 et le début de l'année 2024, entraînant des précipitations allant de 28 à 63 cm dans certaines régions. Les courants de vapeur d'eau peuvent donc être considérés comme des rivières. Est-il possible de ranger autre chose sous ce terme? Étonnamment, il existe un phénomène qui, bien que dépourvu d'eau, entre dans cette même catégorie, les wedds. Ce sont, traditionnellement, ce qu'on appelle des vallées fluviales. On trouve des wedds dans les zones légèrement inclinées, presque plates, des déserts. Contrairement aux rivières traditionnelles, les wedds ne possèdent pas de canaux stables en raison de la présence seulement intermittente des flux. Ils présentent donc une structure en tresse due à une alimentation en eau limitée et à une abondance de sédiments. L'eau qui parvient à atteindre le lit de ces wedds s'infiltre dans la terre et entraîne une diminution de l'énergie et d'importants dépôts. Les wedds peuvent même former des barrages de sédiments, ce qui modifie la configuration des cours d'eau lors de crues soudaines. Il est intéressant de noter que le vent joue également un rôle dans le dépôt de ces sédiments. Lorsque les wedds sont submergés ou humides, les sédiments poussés par le vent viennent se déposer, ce qui produit un mélange de sédiments aqueux et de sédiments aériens. Les rivières peuvent être particulières non seulement parce qu'elles sont constituées de sable ou d'air, mais aussi en raison de ce qui les recouvre. Dans certaines conditions, le fleuve écossais Dee offre un spectacle intrigant. Des formations gelées qui ressemblent à des nénuphars. Ces formations, appelées crêpes de glace, apparaissent naturellement lorsque le mouvement des vagues vient déformer la glace lisse et plane, ce qui donne lieu à ces curiosités aux bords lisses et arrondis.
Avec ce mouvement, ces disques de glace s'élèvent au-dessus de la surface et prennent l'aspect d'étranges nénuphars. En général, les crêpes de glace ont une consistance proche de la bouillie. Certains médias ont suggéré que la glace du fleuve Dee s'est formée à partir de mousse gelée. Mais les scientifiques expliquent que même si cette hypothèse est plausible, les crêpes de glace se forment toujours en raison du mouvement des eaux. Avec le temps, ces nénuphars finissent souvent par former de grandes plaques de glace. Si la glace est suffisamment épaisse et que l'eau reste turbulente, elle peut se plier, se fracturer et même former des couches, ce qui donne lieu à une structure que l'on nomme crête de glace. Imaginez maintenant une rivière composée non pas d'eau, mais de méthane. L'idée peut paraître saugrenue, mais sur Titan, la lune de Saturne, c'est une réalité. Vid Flumina, une rivière fascinante sur Titan, est ainsi composée de méthane et d'éthane liquide, et a même été comparée au puissant Nil. S'étendant sur plus de 400 km, elle se jette gracieusement dans l'Ijeya Mare, qui est la deuxième plus grande mer d'hydrocarbures de Titan. La majeure partie de la surface de Titan est composée de glace d'eau, mais Vid Flumina, en creusant des canyons dans ce terrain glacé, donne à croire qu'il y a là un sol rocheux. Les scientifiques de la NASA pensent que cette rivière extraordinaire contient des rapides, des tourbillons et même des chutes d'eau, à l'image de ce que l'on trouve dans les rivières terrestres. Lorsque la sonde Cassini a atteint Saturne en 2004, son principal objectif était d'explorer cette planète géante et ses lunes. Les scientifiques ont été particulièrement intéressés par la découverte de méthane liquide sur Titan, en raison de la température unique de sa surface et de son atmosphère. Cependant, les premières observations de Cassini, concentrées sur la région équatoriale de Titan, ont déçu les chercheurs qui n'ont trouvé aucun signe de mer ou de rivière. Mais ils ont eu une belle surprise lorsque l'orbite de Cassini s'est déplacée, permettant à l'équipe de se concentrer sur d'autres zones de la surface de la Lune à l'aide de radars. De manière surprenante, les signaux radars rebondissaient sur diverses formations angulaires et rugueuses, des dunes de sable, des falaises et des rochers. Mais lorsque le radar a atteint les régions polaires de Titan, les signaux ont cessé, révélant de mystérieuses taches sombres ressemblant à des lacs, des rivières et des affluents semblables à ceux que l'on trouve sur Terre. La découverte révolutionnaire a eu lieu en décembre 2012, lorsque Jani Radbo, un scientifique travaillant avec l'équipe de Cassini, a présenté une image prise en septembre de la même année. L'image dévoile un fleuve qui ressemble au Nil et s'étend sur 322 km, selon un tracé relativement rectiligne, indiquant une corrélation avec des lignes de faille similaires à celles d'autres fleuves importants situés à proximité. Ce remarquable cours d'eau traverse des terrains accidentés et inclinés, ce qui suggère l'existence d'un mouvement tectonique comparable à celui que l'on observe sur Terre.